Je me nomme Paul Schittelmann. Je suis le fils d'un immigré juif polonais qui est arrivé en France en 1922. J'avais donc 6 mois lorsque je suis arrivé à Paris. J'ai fait toutes mes études, bien sûr, dans la scolarité normale d'un enfant français. J'ai eu mon certificat d'études en 1934, brevet en 1939. Entre-temps, je m'étais engagé dans l'armée française. Et vous avez devant vous un jeune homme de 89 ans. Je voudrais vous dire, dès le départ, pour être raciste, il faut être stupide. Vous n'avez pas de race juive, ça n'existe pas. Vous n'avez pas de race catholique, ça n'existe pas. Vous n'avez aucune race. Qu'il y ait des gens qui épousent le même système de philosophie, ce sont des religions, ce sont des manières de vivre qui font que les gens se ressemblent ou s'assemblent. La résistance, qu'est-ce que c'est que la résistance? Ce sont les quelques milliers, dizaines, centaines de milliers de jeunes qui avons porté des tracts, qui avons remué, qui avons porté des armes, qui avons alimenté les maquis, aidé à faire des parachutages. À l'époque, j'étais dans un réseau de résistance anglais qui s'appelait les Baies Sud. J'ai commencé en octobre 1940. Dans la rue où je demeurais, en banlieue parisienne, à Villeneuve-le-Roi, il y avait des pavillons qui avaient été occupés par les soldats allemands. Et en particulier, dans cette rue, il y avait des Allemands qui s'occupaient des avions. Parmi ces soldats, il y en a un qui est tombé fou de mon chien. Monsieur Alfred Laubscher, donc, me dit un jour, Paul, il y a 4 avions qui ne sont pas rentrés cette nuit. Drôle d'information pour un soldat. J'ai renseigné Sa Majesté britannique, enfin tout au moins, ceux que ça intéressait, de tous les déboires des avions allemands, du camp d'Orly et de Dreux, parce que j'avais les informations, données directement lorsque une jeune fille de ce réseau a été arrêtée au mois de juin 1941. Ils ont décidé de m'expédier en province et j'ai rejoint mon frère donc en Lozère où il exerçait, et c'est ainsi que j'ai repris du service dans le secteur de la résistance de mon frère au mois d'août 1941, et j'ai été arrêté donc janvier 1944. Comment ai-je été arrêté? D'une manière stupide. Mon frère, lui, était sergent-chef radio, c'est-à-dire qu'il communiquait avec Londres grâce à une petite valise émettrice. Sur dénonciation, la Gestapo est venue l'arrêter. Mon frère n'était pas là. Moi, j'étais parti porter du courrier. Je revenais de cette mission. La Gestapo a demandé à la jeune fille « Emmenez-nous, s'il vous plaît, jusqu'à son appartement ». C'est que cette jeune fille, c'était ma fiancée. Chemin faisant, elle me croise. Justement, voilà son frère. J'ai pas eu le temps de dire ouf. Je me suis retrouvé avec un pistolet Sulvant, une mitraillette dans le dos, jeté à l'intérieur d'une Juva 4, et je me suis retrouvé à la prison centrale de Mende. Le convoi numéro 67 au départ de Paris du 3 février 1944. Les portes se sont refermées, on a voyagé 3 jours, 3 nuits. Dans le trajet, nous avons environ 15 morts. Nous étions 1214. 976 personnes ont été gazées et brûlées dans les 4 heures qui ont suivi leur arrivée à Auschwitz. Sur les 252 personnes qui ont échappé à la sélection, nous sommes revenus à 26. Les camps, en général, étaient construits sur des terrains marécageux. D'abord parce que ce sont des terrains qui sont non cultivables. Auschwitz, par exemple, était construit sur les marais des boucles de la Vistule. C'est un coin qui est charmant. Vous y avez toutes les maladies endémiques, le paludisme, les camps. Une grande baraque, 250 personnes qui logent là-dedans, à Monowitz, puisque je suis un ancien d'Auschwitz. Comment la vie se passait? La cloche sonnait vers 4h30 du matin. À 4h30, il fallait se jeter en bas des charlies. Les charlies, ce sont des planches qui sont superposées en 3 étages et sur lesquelles nous dormions sur chaque niveau en fonction de la largeur des charlies
nous étions 2 ou 3 par niveau. Il y en avait autant de l'autre côté. Mais entre les rangées, il y avait à peu près 1,50 m qui faisait donc le couloir. Donc nous étions 6, quelquefois 9, sur un espace de 2 mètres de long. Il y avait 3 hommes au mètre carré qui devaient s'habiller en même temps, enfiler le pantalon, enfiler la veste, alors qu'on dormait nu pour éviter les évasions. Dès qu'on avait fini de s'habiller, il fallait sortir à toute vitesse. Le maître mot du camp, c'était schnell, c'est-à-dire vite. Vite, on s'habillait, on sortait, on courait. Aller aux toilettes. Ce hangar où il y avait des planches percées de trous, où chacun faisait ses besoins. Quand il y en a un qui se terminait ses besoins, il se levait, il était remplacé par un autre, et ainsi de suite. On attendait chacun son tour, pas de papier. Dès qu'on avait fini, on faisait semblant d'aller se laver parce qu'on ne pouvait pas se laver. Il y avait des espèces de mangeoires avec un robinet qui laissait couler un petit peu d'eau. On faisait semblant de prendre un petit peu d'eau, de se laver les yeux, le derrière les oreilles, mais on ne se lavait pas de savon, pas de serviette. L'odeur, il y avait des 2 mm de crasse sur la tête. Nous étions tellement en sueur que la poussière se collait sur notre peau, se transformait comme si nous avions des écailles. Pour se nettoyer, il suffisait qu'on passe nos ongles dessus, les écailles tombaient et nous étions propres, nous n'avions plus de poussière. Ce qui était le plus gênant pour moi qui suis resté pudique, de voir tous ces hommes nus aussi bien moralement que physiquement. Pratiquement, tous les 15 jours, vous aviez une sélection qu'on nous disait froidement, bloc 25, on se jetait hors du lit, et là, nous étions en rang, nus, arrivé un SS, accompagné de 2 autres SS, et de 2-3 camarades qui étaient désignés pour la salle besogne, et ils passaient avec une baguette et ils touchaient la poitrine de ceux qu'ils sélectionnaient, qui étaient happés. Tout être trop maigre, qui paraissait trop maigre, qui ne pouvait plus produire, qui ne donnait plus la production suffisante pour justifier les 800 calories qu'on lui accordait par jour, sorti de la baraque, grimpé dans un camion, disparaissait, ne revenait jamais parce qu'il partait en chambre à gaz. On se précipitait vers la baraque pour y recevoir notre pitance du matin, le petit déjeuner. Un demi-litre de tisane, c'était indéfinissable. Personnellement, je crois que c'était fait avec des feuilles et légèrement sucrées à l'aspartame. On recevait 200 grammes de pain, un pain noirâtre, lourd, tellement lourd que une surface identique à celle d'une biscotte, avec une épaisseur de 2 biscottes superposées. Nous avions donc 5 à 10 grammes de margarine. C'était notre petit déjeuner. Dès qu'il était absorbé, il fallait sortir, se mettre en rang pour subir l'appel, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il y avait dans le camp devait être identique à celui de la veille. S'il en manquait, c'est qu'il y avait eu des évasions. Le comptage se faisait de la manière suivante. 5, 10, il en manque un. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Mettez-le debout. Comment voulez-vous que je le compte? 5, 10, 15, 20. Pourquoi tu as bougé? Je t'ai vu bouger. Si tu bouges encore une fois, tu auras 25 coups sur les fesses. On repartait à zéro. Et il fallait 1 heure pour compter 200, 250 personnes. 2 fois par jour, nous subissions l'appel. On nous intimait l'ordre de nous présenter au départ des commandos. Quand tous les commandos étaient prêts, nous recevions l'autorisation d'aller au travail. Le soir, vers les 5 heures, on recevait l'ordre de ramasser les outils et de revenir au camp. Mais il fallait ramener les morts. Les ramener comment? On n'avait pas de brancard. Et là, au camp, il fallait qu'ils passent debout, devant le comptage. On l'accrochait après le numéro 2, le numéro 4, il était lui le numéro 3, et il rentrait debout avec tous les camarades. Sitôt la porte franchie, on le déposait. Quand je dis déposer, on le jetait. Un camion viendra plus tard les ramasser pour les emmener au fond crématoire. Nous avions une demi-heure
où nous pouvions librement vaquer à des petites occupations, parler avec des amis. Et puis la soupe sonnait. Et là, on se précipitait vers les baraques avec sa gamelle. Et nous recevions 1 litre de soupe, la plupart du temps faite avec de la betterave fourragère. Croyez-moi, c'est bon les betteraves fourragères. Moi, je comprends que les vaches aiment ça. Quelquefois, il y avait une poignée de son. Quelquefois, on y trouvait un filament de viande qui s'était détaché d'un os. On recevait à nouveau nos 200 grammes de pain. Et avec ces 200 grammes de pain, la plupart du temps, c'était une cuillère à soupe d'une espèce de gélatine rougeâtre qui avait l'odeur et le goût de fruits rouges. Mais ça n'était pas, c'était du chimique, 100% chimique. Et c'était notre dîner. Nous avions à ce moment-là, à nouveau, un quart d'heure, 20 minutes de liberté, entre guillemets, où là, quelquefois, on s'installait à l'entrée de la baraque et nous refaisions le monde. Ah, après, qu'est-ce que ce sera bien après? Et puis, la cloche sonnait, il était 9 h du soir, et nous étions bouclés. Le terme, c'est Blocksperre. Celui qui sortait, même pour aller uriner, il était abattu parce qu'il faisait une tentative d'évasion. Après cette journée classique, il y a la nuit de sommeil. Il faut boucler les 24 heures. Cette nuit de sommeil, nous la passions à écouter celui qui était en train de mourir, qui râlait avant de disparaître. Nous avions ce garçon de 18 ans qui venait d'apprendre que sa mère, ses sœurs, son père, avaient été cassés et brûlés dans la journée. Et il était 4h30 du matin, et la cloche sonnait, et on repartait pour une journée. La fameuse marche de la mort qui a débuté le 18 janvier 1945, ça servait à faire quitter le camp d'Auschwitz jusqu'à Gleiwitz, n'étant qu'à 55 km, que la gare d'Auschwitz n'était pas valable. Elle ne pouvait pas nous transporter ailleurs. Par contre, de Gleiwitz, on avait la voie directe sur Berlin. Vienne, nous avons marché 24 heures, sans s'arrêter. Tu marches dans 20-30 cm de neige, il fait froid. Franchir les sommets des Beskides à -30, avec un vent qui soufflait aux environs de 100 à l'heure. Tu n'as qu'une veste en tissu, faite avec de la fibrane, un pantalon, pas de caleçon, des sabots aux pieds, des sabots sans couverture, une simple semelle de bois avec des ficelles que tu noues autour des chevilles pour éviter qu'elles ne se sauvent, sans chaussettes. Il fait -18 au départ, mais il fait -32 là-haut. Nous sommes arrivés à la nuit tombée, celui qui s'arrêtait était abattu. Nous avons perdu 28 000 hommes. Redescendre dans la plaine à Gleiwitz, être chargé sur des wagons découverts, sans toit, sans porte. Ça, on est chargé comme des paquets de charbon qu'on jette par-dessus les ridelles, rouler pendant 4 jours sans nourriture, sans eau, sans rien, arriver à Dora et découvrir que les 2/3 du transport est mort. Mon train contenait 3200 personnes, il n'y en a que 1400 qui sont arrivés à Dora. On a perdu 1800 camarades qui sont morts de faim, de froid. La marche de la mort, c'est ça. À Bergen-Belsen, il n'y a plus rien. Il y a un mémorial, bien sûr, un bâtiment de mémoire. Mais par contre, dans la lande, là où le camp était bâti, il y a des pancartes qui sont plantées avec des chiffres. 800, 1200, 1500. Il y en a même une de 3000. Ce sont les fosses communes dans lesquelles ont été poussés au bulldozer les déportés morts à Bergen-Belsen. Je vous ai dit tout à l'heure, quand les Anglais sont arrivés, nous étions 42 000. 24 000 sont morts avant d'être pouvoir réexpédiés chez eux pour y mourir à domicile. Et nous étions dans un camp pour y mourir. C'est pas pour travailler, pas pour... Il n'y avait pas d'usine, il n'y avait rien. C'était un camp de destruction. C'était ce qu'on appelle en allemand un Vernichtungslager. Vernichtungs veut dire anéantissement. J'ai été libéré à Bergen-Belsen par la 2e armée britannique qui était sous les ordres du général Montgomery. La veille au soir, les SS
avait quitté le camp de Bergen-Belsen. Donc nous étions étalés sur les gravats, enfin sur le marche-fer. La plupart de nous étions torse nus, puisque nous n'avions pas de chemise. Et pour bénéficier du soleil, du peu de chaleur que pouvait nous donner le soleil, on voulait en absorber un maximum. C'était vraiment de la survie pour nous. Alors, on attendait, et sur le coup de 3 heures de l'après-midi, il y a une espèce de voiture, figurez-vous, une barque de pêche avec des roues. Ce capot se soulève, le commandant Leski, qui était de la région de Carpentras, il nous dit brusquement « Oh putain, c'est un Anglais !» Eh ben oui, c'était un Anglais. On ne le savait pas. Alors nous qui étions allongés sur le... On se met sur un coude et on se lève. Qu'est-ce que voit cet Anglais? 2 à 3 000 cadavres qui se dressent et qui courent vers lui en criant « les Anglais ». La peur qu'il a eue, je devrais dire la trouille qu'il a eue. Il s'est laissé retomber dans son véhicule, il a refermé le capot, demi-tour et il est parti. 1 heure après, mes enfants, camion de la Croix-Rouge, soldats, médecins, les camions de désinfection, le DDT, avec les pistolets, la tuyauterie, un coup dans la manche, un coup dans le pantalon, et un coup derrière, et un coup devant, et sur les cheveux. Ils nous ont bombardés de DDT parce que nous étions infestés de poux, de punaises, de morpions. Tous les insectes qui habitent le corps humain étaient présents. Mais tout de suite après le DDT, il y avait les grosses roulantes qui sont arrivées. Des roulantes contenant 500 litres. Et comme il n'était pas loin de 4 heures, on s'est payé le 5 o'clock des soldats. Alors là, cake, tea and milk, sugar. Lorsque les Anglais sont arrivés, il y avait 42 000 survivants. Quelques jours après, il en restait 24 000. Car entre le moment où les Anglais sont arrivés, où il y a eu les premières évacuations du camp, il est mort 18 000 camarades. Alors, personnellement, je faisais partie des plus gros. Je faisais 32 kilos. Quand j'ai été arrêté, j'en faisais 72. J'avais perdu tout simplement 40 kilos en 15 mois. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins directs ou germains, ont été arrêtés, gazés et brûlés à Auschwitz. Est-ce que j'ai l'autorisation de leur part de pardonner à mes bourreaux? Certainement pas. Pardon veut dire également vengeance. Ce sentiment de vengeance, je ne l'ai pas. Pour la bonne raison, c'est qu'il serait inconcevable de ma part d'accuser un descendant, un enfant, un petit enfant, de la faute de leur père ou de leurs grands-parents. Ma fiancée, elle m'a permis de vivre, elle m'a permis d'espérer la retrouver. J'avais envie de la revoir, mais tellement envie que j'ai survécu. J'ai revu Lisette. Il ne faut pas vous laisser aller, vous n'êtes pas des moutons. Il faut forcer la vie. J'ai 89 ans, je continue à forcer la vie. Monsieur Jean Léger a reçu délégation du président de la République pour honorer un certain Paul Schittelmann et le décorer de la Légion d'honneur. Nous passons le relais. Nous le passons le relais à qui? À toi. Tu es mon relais. Je te passe ma mémoire. Je vous passe ma mémoire. Jean vous passera la mémoire. Et c'est vous qui ferez notre survivance. C'est vous qui direz à vos enfants, tiens, tu apprends la guerre 39-45 ? Ah oui, oh, moi quand j'étais au collège, j'ai rencontré un vieux bonhomme
qui m'a raconté ce que lui, il a vécu pendant la guerre 39-45, un survivant d'Auschwitz.